robotisation, intelligence artificielle, emploi, surveillance, identité et monnaie numérique, quel impact sur nos vies, sur l'avenir? Le sujet est de plus en plus présent, on va en parler, et j'attends votre opinion en commentaire. Depuis les années 90 l'arrivée, puis la démocratisation d'Internet, peut être vue comme un progrès, au même titre que la mécanisation de l'industrie précédemment. Dans un sens, le progrès est une bonne chose, elle permet d'être plus productif, de libérer des individus, de l'autre, elle a créé une progressive moindre utilité de l'être humain dans la production, et une augmentation du chômage, de la libération à l'aliénation, le progrès comme toute chose n'est pas binaire. Du point de vue de l'éducation, le progrès permet un accès rapide et simple à la connaissance, mais aussi une moindre capacité de mémorisation, puisque cela n'est plus autant nécessaire, il est plus simple de s'informer, mais amène aussi une surinformation, un changement plus rapide de ce qui est important, nous avons une capacité d'attention plus courte, on swipe une information comme les prétendants potentiels sur une application de rencontre, ceci se retrouvant dans la vie de couple. 7. Orientation n'est pas nouvelle, comme chanté par Boris Vian dans La complainte du progrès. On possède des outils facilitant la vie quotidienne individuelle, rendant l'autre moins important qu'un électroménager, j'exagère, mais à peine, l'utilité est recherchée, c'est rare aujourd'hui d'avoir un cœur. Vivre mieux est-elle une notion qui ne doit être que liée principalement qu'aux facilités? Le progrès, et l'exode rural, fait que les campagnes se sont vidées, au profit d'une densité de population importante dans des grandes villes où moins de personnes se connaissent, d'ailleurs les villes concentrent de plus en plus les services, éloignant ces services des zones moins peuplées, obligeant d'autant plus à réfléchir où résider, que ce soit en lien avec l'emploi, la famille et le parcours scolaire de ses enfants, puis lorsque nous devenons dépendants. Des machines à vapeur, des mécanismes complexes, de la robotisation mécanique, nous sommes à celui de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. Pour les entreprises, c'est une avancée importante, celui de pouvoir en un temps restreint, avec moins de salariés, l'occasion de produire plus et plus vite, et les domaines d'application vont grandissant. On nous parle régulièrement de productivité, mais à quoi sert la croissance si elle n'amène qu'à la progression des écarts, un pourcentage de personnes restreintes propriétaires d'une proportion toujours plus importante de la richesse globale, et une progression de la précarité et même de la pauvreté, cette évolution est largement visible. Vous avez certainement déjà entendu de l'idée de taxer les machines, puis les robots et enfin l'utilisation de l'intelligence artificielle, pour pallier à la réduction des emplois que cela entraîne. On nous a même parlé de la création d'un revenu universel, puisqu'il faudra bien des consommateurs, certes, les progrès créent de nouveaux emplois, mais l'important à observer est la balance entre la création et la destruction, on ne peut prétendre qu'il y a du travail pour tout le monde, que c'est facile d'en trouver en traversant la rue lorsque l'on voit les chiffres du chômage et que l'on met en face ceux des emplois non pourvus, l'argument récurrent des chasseurs de chômeurs de plateau. Un emploi non pourvu pour environ 300 chômeurs. Et encore les chiffres du chômage font régulièrement l'objet de manipulations pour en cacher une partie. Une question à laquelle je répondrai dans un podcast ultérieur: le travail nous rend-il libres? Pour en revenir au sujet de la numérisation, on peut prendre ce que je viens de dire jusque-là, et imaginer, en tout cas c'est la façon de laquelle je le vois, et n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, que l'intelligence artificielle créera plus de chômeurs, visibles et invisibles, qu'elle ne créera d'emplois. Ensuite, peut se poser la question des libertés, on sait aujourd'hui que l'intelligence artificielle est utilisée pour surveiller les individus, les dirigeants la vendent comme un moyen de protection, de pouvoir lutter contre le banditisme, les trafics, et même contre le terrorisme. Elle est utilisée pour surveiller les messageries et réseaux sociaux, et avec le Digital Services Act poussé par l'Union européenne. Le moindre mot, ou image et vidéo, diffusé sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vie privée est amené à subir un épluchage en règle, amenant une contrainte, un potentiel lissage des individus qui vont faire attention à tout ce qu'ils peuvent diffuser, ou même l'opinion sera contrôlée et criminalisée. Ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, puisque pour aller au-delà de ce que vous publiez et de trouver, par hasard un contenu problématique, la loi César, connue sous le nom de chat control. On passera à un scan complet préventif de tous vos échanges, toujours emballés sous une fausse bienveillante volonté de protéger, voyez la capacité qu'a eu l'Union européenne à s'attaquer au libre choix de vote des peuples, capable de faire annuler une élection, à écarter un candidat, obtenir des incarcérations, ayant créé le bouclier démocratique européen à cette fin de s'auto-protéger pour empêcher la parole de toute velléité de vouloir sortir de l'Union européenne et de ses contraintes, même le peuple du Royaume-Uni qui malgré qu'il ne soit plus membre de l'URSS subisse cette surveillance, et une criminalisation de ses opinions, un tweet, un post Facebook, l'affichage du drapeau national, pouvant mener à des poursuites et incarcérations. En bref, si nous avons accès à une facilité de diffusion et d'accès,
même s'il est à déplorer que le plus important n'est pas utile, mais plutôt fait pour distraire, si l'on ne peut dire endormir les populations, ceux-ci sont surveillés et peuvent faire l'objet plus facilement de mesures de rétorsion étatiques. D'ailleurs les volontés de résistance de certaines plateformes au contrôle et à la censure se font plus fortes, que ce soit X, anciennement Twitter faisant l'objet de menaces d'interdiction en Europe, ou Telegram dont le dirigeant a été arrêté, mis sous contrôle judiciaire, plus loin, Snowden contraint à l'exil, Julian Assange qui s'est retrouvé dans un même parcours d'exil, de demande d'asile impossible à obtenir par la cause des pressions exercées par les États-Unis, et incarcéré dans l'attente de son extradition. Cela démontre ce à quoi sont prêts certains États pour contrôler le discours, ça a été la même chose au plus fort de la période Covid, où ce simple mot invisibilisait tout propos contraire à la doxa, alors que le temps a montré l'ampleur des mensonges et manipulations pour contraindre les individus à un traitement de thérapie génique dont l'utilité est plus que discutable, pire, ayant eu des effets secondaires très nombreux et très graves, jusqu'à de nombreux décès, dont il apparaît plus tôt. Clairement que ceux-ci ont été sous-évalués par une dissuasion à signaler et enregistrée comme telle. On ne peut pas dire que les intentions sont cachées, puisqu'au-delà du « j'ai envie de les emmerder » du monarque présidentiel, il a dernièrement exprimé clairement sa volonté de censurer tout moyen qui ne se plierait aux demandes d'accès de votre intimité. La volonté de la mise en place d'un crédit social est indiscutable, ils ne vous laisseront pas le choix. Pour aller plus loin, nous avons aussi le projet d'euro numérique, certains ont alerté très tôt des risques de contrôle de la liberté, ou plutôt des restrictions d'utilisation qui pouvaient être mises en place derrière la volonté de faire disparaître les espèces, et se sont vus traités naturellement de complotistes. Pourtant le discours récent de l'Union européenne confirme, malgré un message invitant les individus à avoir un minimum d'espèces avec eux, une volonté de définir l'usage des euros numériques, sur un plan de bilan carbone, mais aussi de sanctions. L'idée de cette monnaie numérique pour empêcher les trafics divers n'est toujours, comme pour la vidéosurveillance, qu'un pied dans la porte pour généraliser le contrôle. Vous aurez ainsi une date limite d'utilisation, signifiant ne plus pouvoir épargner et donc ne plus être propriétaire, de ne pas pouvoir choisir ce que vous achetez, volume de carburant, billets d'avion, viande, services, achat tout court. Si vous doutez de ce contrôle, souvenez-vous qu'au Canada des comptes ont été bloqués, que les sommes dues à des entreprises russes ont été gelées depuis des années et que l'Europe n'entend pas les rendre acquis de droit, mais l'utiliser selon leurs souhaits, comme ils veulent le faire avec votre épargne. L'argent qui dort sur vos comptes comme ils disent, sans se cacher, estimant être plus à même de savoir comment l'utiliser. Et puis nous avons l'identité numérique, qui comme le grand enfermement de 2020 est poussé mondialement, présenté comme une facilité, permettant d'accéder à toutes vos informations, stockées au même endroit, quid de la sécurité? Mais qui permet de savoir tout sur vous, d'avoir, pour qui, accès à tout vous concernant. Vous n'avez rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Mais avez-vous envie que l'on sache tout de vous, si vous avez acheté un jouet S, qui vous rencontrez, à quelle fréquence, votre état de santé actuel est passé, et puis, comme il est le projet en Angleterre, qu'à défaut d'avoir souscrit à l'identité numérique obligatoire, vous n'aurez plus la possibilité de travailler, d'accéder aux soins, pouvoir vous déplacer, payer. Ceux qui refuseront seront des citoyens fantômes, ceux-ci couplés avec une volonté d'enregistrer le code génétique de chaque enfant à naître, de façon à ce que, au bout du bout, personne ne puisse y échapper. Ce qui vient, de mon point de vue, avec une concentration des pouvoirs et richesses, et le contrôle ultime des peuples, d'empêcher toute révolte possible face au maximum de l'injustice et de l'esclavage, d'aller jusqu'à décider pour vous du travail que vous devrez fournir et du lieu où vous devez résider. J'aurai l'occasion d'en parler via l'évolution des villes et des façons d'habiter. La seule issue pour l'empêcher serait alors une chute globale de tous les systèmes informatiques, puisque cela ne tient que grâce à l'hypernumérisation du quotidien. Dans cette attente, si la capacité à agir contre ce système est limitée, au-delà d'une révolution qui ne semble pouvoir venir, nous avons tous vu le niveau de répression, de violence illégitime, commis par l'État, ce serait de sortir le plus possible des dépendances étatiques, et donc d'être moins dépendant d'un travail dans le sens de la façon d'obtenir les revenus nécessaires pour satisfaire ses besoins, se loger, se nourrir, assurer sa sécurité, etc., en produisant directement soi-même une partie de nos besoins, de parvenir à faire à nouveau société, d'avoir une morale le permettant, éloignée de l'individualisme et de l'envie, vendue dès la prime enfance, dans l'éducation et via les écrans. La chose paraît si simple, mais cela nécessite des esprits capables de faire ce cheminement et de s'y tenir, de se soutenir dans cette démarche salvatrice. Et vous, que pensez-vous de tout ça? Échangeons en commentaire.